Notre invité exceptionnel ce soir sur iTélé, c'est l'ambassadeur de Russie en France. Bonsoir Alexandre Orlov. Bonsoir. Merci d'avoir choisi notre chaîne pour vous exprimer juste après que Vladimir Poutine se soit exprimé à la tribune des Nations Unies. Un discours avec des mots très forts puisque le président russe a comparé la coalition antiterroriste qu'il veut mettre en place en Syrie à celle qui prévalait contre Hitler, donc pour lutter contre le nazisme. Cette coalition antiterroriste se fera sous l'égide des Nations Unies, a-t-il dit. Avec qui ? Quels seront vos partenaires ? Écoutez, moi je pense que si le président Poutine a comparé cette large coalition internationale contre le terrorisme avec la coalition pendant la Deuxième Guerre mondiale contre l'Allemagne nazie, c'est pour montrer que le moment est grave, qu'on est vraiment confronté à un ennemi qui est un ennemi commun. Et alors par conséquent, toutes les forces qui veulent se battre contre cet ennemi doivent se réunir. Alors le meilleur cadre pour cette réunion, ce sont les Nations Unies, la seule organisation internationale qui a une légitimité d'utiliser la force. Et alors, il a appelé justement de constituer cette coalition au sein des Nations Unies. Et je crois que là, dans la suite de son intervention, a bien précisé que le 30 septembre, la Russie, qui exerce actuellement la tâche du président du Conseil de sécurité, réunit le matin une réunion ministérielle pour parler justement de la situation au Proche-Orient et en Afrique du Nord du point de vue du terrorisme. Et alors, il a bien indiqué qu'il voit l'objectif de cette réunion ministérielle, justement, de faire une réflexion sur la préparation d'un projet de résolution des Nations Unies, du Conseil de sécurité, qui doit lancer cette large coalition. Ouverte à tous les pays qui souhaitent la rejoindre. Oui, tout à fait. Elle a bien souligné que cette coalition sera ouverte à tous les pays qui veulent combattre ce fléau. Sans exception. Y compris la France. Or, vous avez entendu, comme nous, François Hollande, qui vient de s'exprimer avant de monter à la tribune, qui répète que de toute façon, la transition politique en Syrie, ce sera sans Bachar al-Assad, que c'est le préalable français, toujours. Écoutez, moi je pense que parler dans la situation actuelle de la transition politique est un tout petit peu prématuré, puisque vous savez très bien que la Syrie est en pleine guerre. Le Daesh est pas loin de Damas, et parler aujourd'hui d'une transition politique est complètement irréaliste. Et surtout, à qui ? À qui alors transférer ce pouvoir ? Vous savez très bien que depuis 5 ans, l'opposition en Syrie, qui est une opposition très hétéroclite et diverse, n'arrive pas à s'entendre. On a eu 2 réunions à Genève, on a eu 2 réunions à Moscou, on a eu une réunion à Astana, sans résultat. C'est-à-dire, avant de parler de la transition politique, il faut bien savoir qui sera prêt à prendre ce pouvoir. Et surtout, vous savez que par la constitution syrienne, le président est le commandant en chef de l'armée. Changer le commandant en chef de l'armée en pleine guerre, c'est suicidaire. Est-ce que sans l'intervention russe, en tout cas sans les renforts, 40 avions de combat, 20 hélicoptères d'attaque qui sont actuellement en Syrie, vous estimez que le régime de Bachar al-Assad peut tomber d'un jour à l'autre face à Daesh? Non, je ne pense pas qu'il va tomber d'un jour à l'autre, puisque la situation change tous les jours. Il y a les avancées de djihadistes, puis il y a les contre-offensives de l'armée syrienne. Mais ce que nous constatons, que sur le terrain, et une guerre elle se gagne sur le terrain, au sol, pas dans les airs. Alors sur le terrain, il y a que l'armée syrienne qui fait face aux opposants, qui fait face au Daesh. Il y a les Kurdes aussi, les combattants kurdes. Oui, mais les Kurdes, ils se battent dans leur province, mais ils ne se battent pas partout en Syrie. Il y a 2 armées. Il y a l'armée irakienne en Irak et l'armée syrienne en Syrie. Alors, par conséquent, c'est logique qu'il faut aider ces armées. Sinon, ça sera à notre tour aller se battre contre Daesh en Syrie et en Irak. Les frappes aériennes qui sont menées aujourd'hui par les États-Unis, par la France encore ce week-end, ne servent à rien, monsieur l'ambassadeur? Écoutez, il sert peut-être à quelque chose, mais on ne peut pas gagner une guerre avec des frappes aériennes. Vous savez que les États-Unis mènent cette campagne des frappes depuis 1 an déjà. Ils ont effectué plus de 5000 frappes, mais sans grandes conséquences, puisque, hélas, les djihadistes, le Daesh, progressent. Ils ont déjà occupé une très grande partie de la Syrie. Il faut les arrêter
avant de parler de toute transition politique, que nous soutenons bien sûr, puisque nous avons souscrit sur la déclaration de Genève, je crois que c'était 2012. Ce que propose la Russie, c'est donc une intervention au sol avec des soldats russes, des soldats d'une grande coalition internationale? Non, ça, ce sont déjà des détails techniques que les diplomates doivent élaborer. Il faut commencer par préparer un projet de résolution du Conseil de sécurité sur la coordination, puisque le président Poutine a bien employé le mot coordination des efforts de tous qui font face aux terroristes. Ça donne quand même des larges manœuvres, voir comment sur le terrain cette coordination, ce travail en commun peut être effectué. Barack Obama et Vladimir Poutine vont se rencontrer ce soir dans quelques instants dans les coulisses de l'ONU. Ouais. L'enjeu, ça sera quoi? La participation des États-Unis à cette coalition, le départ de Bachar al-Assad. Barack Obama a rappelé qu'il dénonçait le tyran Bachar al-Assad. Non, je crois que, disons, le gros morceau de cet entretien qui est prévu, qui va durer à peu près 1 heure, sera sans doute la situation en Syrie. Et là, nous avons déjà entendu de la bouche de John Kerry que les États-Unis sont prêts à travailler avec la Russie au Proche-Orient, notamment en Syrie. Je pense qu'ils doivent justement poser des mêmes questions que vous m'avez posées. Et comment faire sur place, sur le terrain, cette coordination est-ce que la Russie doit rejoindre une coalition ou bien c'est une nouvelle coalition qu'il faut créer? Tout ça, il faut en parler, justement. Et Vladimir Poutine et Barack Obama ont évoqué l'Ukraine et les sanctions imposées à la Russie par la communauté internationale. Barack Obama ne souhaite pas revenir à la guerre froide. Il l'a rappelé dans cette intervention. Vous le croyez ? Non, je ne pense pas. Il y a sans doute une très forte tension, il y a même une certaine confrontation, mais je ne pense pas qu'on peut parler de la guerre froide, puisque la guerre froide, c'est un phénomène qui appartient déjà au passé. Il a été déterminé par certaines circonstances qui n'existent plus. Il y a eu la guerre idéologique, d'abord entre deux systèmes. Il y a eu un système capitaliste et puis le système socialiste. Alors il y a eu une guerre idéologique entre ces deux grands systèmes qui prenaient, disons, la forme d'une guerre froide. Actuellement, je dirais qu'il y a plutôt un cas de figure géopolitique, c'est-à-dire une confrontation pour imposer une influence sur certaines régions du monde, au dépit de l'autre. Mais il ne s'agit pas de la guerre froide. Est-ce que la Russie demandera des contreparties au reste des nations par rapport à cette intervention en Syrie? Est-ce que l'Ukraine sera au menu également? Non, on ne demande jamais une contrepartie. Moi, je pense que nous sommes aussi intéressés par la lutte contre Daesh que vous. Et moi, j'ai entendu votre Premier ministre, Manuel Valls, qui a justement justifié les frappes en Syrie par autodéfense. Et moi, je crois que c'est la même logique qu'a le président Poutine, puisqu'il a dit sur la tribune des Nations Unies que la Russie est aussi menacée par 2000 ressortissants de la Russie, surtout de républiques de Caucase, qui se battent aujourd'hui avec les djihadistes en Syrie et qui peuvent un jour revenir chez nous. Qui ont le goût du sang, disait Vladimir Poutine. Comment? Qui ont le goût du sang, disait Vladimir Poutine. Bien sûr, oui, ils font le travail, hélas, très sanglant. Et c'est un signal donc que la Russie veut envoyer aussi à ces terroristes potentiels russes qui sont en Syrie? Je pense que ce signal, ils ont bien reçu depuis longtemps, mais ce sont des gens qui sont des fanatiques, des islamistes radicaux. Et là, une autre chose dont il a parlé, qu'il faut faire aussi les efforts pour combattre les idées extrémistes, puisque ça relève de l'éducation, du respect de l'autre. Il y a beaucoup de choses. Il a dit que nous sommes tous différents, il faut respecter cette différence. Est-ce que dans cette grande coalition antiterroriste, vous allez réussir à faire coexister l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui sont des ennemis séculaires dans la région? Écoutez, on va voir, c'est notre volonté. Encore une fois, je peux vous dire que hier, le président Poutine a parlé longuement au téléphone avec le roi de l'Arabie Saoudite. Ils ont parlé justement de la Syrie. Mais encore une fois, ce qui est important à souligner, que Poutine emploie le mot coordination, c'est-à-dire il ne veut pas imposer quoi que ce soit à quelqu'un, mais il propose de réunir tous les efforts de tous ceux qui veulent bien combattre les djihadistes.
Vladimir Poutine a également évoqué la crise des réfugiés, l'exode de tous ces Syriens qui quittent la région. La Russie va prendre sa part dans le soutien aux réfugiés? La Russie a déjà pris sa part, puisque nous avons déjà accueilli 16 000 réfugiés syriens. Et puis en même temps, nous avons accepté, nous avons pris soin de 1 million de réfugiés ukrainiens. 1 million qui sont dans les différentes localités près de la frontière, c'est-à-dire la Russie participe pleinement à cet effort. La Russie en accueille un certain nombre. L'autre grand pays clé, c'est la Turquie. La Turquie qui se dit prête à travailler avec tous les pays pour une transition politique en Syrie. Quel est votre message? Quel est vraiment le message que vous faites passer à la Turquie? Je crois que la Turquie, c'est une grande puissance régionale avec ses propres ambitions. C'est notre partenaire économique très important. Nous avons de bonnes relations avec les autorités turques. Les présidents se parlent. Erdogan était, il y a 5 jours, je crois, à Moscou, à l'inauguration d'une grande mosquée. Bon, il a parlé sans doute avec le président Poutine. Je crois que Turquie commence aussi, comprend très bien les menaces qu'il a, puisqu'il est d'une part menacé par le djihadiste, en même temps il y a les problèmes kurdes. Et là, je crois que la Turquie doit avoir l'intérêt à coopérer avec la communauté internationale dans cette lutte contre les extrémistes. Monsieur l'ambassadeur, la question aussi ce soir, c'est quel est l'intérêt de la Russie à intervenir en Syrie, au-delà des intérêts stratégiques de la base de Tartous? Que cherche la Russie? De se repositionner au centre du jeu diplomatique mondial? Écoutez, là, je crois que Poutine a directement répondu à votre question. Il a dit, on parle des ambitions de la Russie, des ambitions politiques. Il a dit non. Il n'y a pas d'ambition particulière. Notre volonté, c'est d'arrêter la propagation de Daesh sur le territoire où ils sont maintenant, avec leur califat, pour qu'ils ne viennent pas chez nous tuer des gens chez nous. C'est-à-dire la même logique qui prévoit en France. Il faut unir tous les efforts pour combattre les djihadistes, les extrémistes islamistes, tant qu'ils ne sont pas venus chez nous. L'Europe a du mal à parler d'une seule voix. On l'a constaté avec des positions divergentes entre Angela Merkel et François Hollande. C'est un allié naturel pour vous, l'Europe? Bien sûr, nous faisons partie de l'Europe, nous nous sentons profondément européens, nous faisons partie de la civilisation européenne et pour nous, sans doute, l'Europe c'est notre allié naturel. D'ailleurs, nous avons de bonnes relations avec la plupart des pays de l'Europe. Ils sont très actifs avec la France et l'Allemagne. Vous savez que vous avez évoqué l'Ukraine, il y a le fameux quartet de Normandie qui se réunit prochainement, le 2 octobre ici à Paris, pour parler de l'Ukraine. Mais je crois que comme le président Poutine aura aussi des rencontres bilatérales avec François Hollande et Angela Merkel, ils vont sans doute parler aussi de la Syrie, justement, suite à cette proposition qui a été faite aujourd'hui par le président Poutine. Ça faisait 10 ans que le président Poutine n'était pas venu à la tribune des Nations Unies. Ça fait 10 ans qu'il n'est Pourquoi pas... un si long éloignement? Non, écoutez, alors, en ces 10 ans, 5 ans, il était Premier ministre. Alors, c'était le président Medvedev. Bon. Puis, il est revenu en 2012. Bon, il ne pensait pas nécessaire, parce que quand même, la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, on y vient pour parler de choses graves quand le moment est grave. Et là, je crois qu'aujourd'hui, c'est bien le cas. Un dernier mot de la Syrie. Qu'est-ce qu'il peut naître après une éventuelle intervention militaire commune? Est-ce qu'on prépare déjà l'avenir politique de ce pays, même s'il est trop tôt? J'ai entendu ce que vous disiez tout à l'heure. Sans doute. Je crois que d'abord, il faut libérer la Syrie de Daesh et après passer à la solution politique. Et cette solution politique, elle passe, comme dans tous les pays démocratiques, par les élections. Et moi, je sais que 2016 sont prévues en Syrie des élections législatives. Il faut déjà préparer ces élections, qu'elles soient tenues avec des standards démocratiques, que ce soit vraiment les élections libres, que tous les partis, y compris les partis d'opposition, y puissent participer. Et après les élections législatives, il y aura le tour de l'élection présidentielle. Et c'est le peuple syrien qui doit élire son président.
Mais ces élections pourraient-elles se tenir dans un pays en guerre, comme vous le disiez? Non, 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 je dis que la guerre doit s'arrêter. C'est-à-dire d'abord, il faut terminer avec la guerre, il faut chasser Daesh de la Syrie, et après, quand la paix soit revenue, parler déjà de l'avenir politique de ce pays. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Alexandre Orlov, d'être venu ce soir sur ETélé pour nous analyser, nous décrypter la position russe et nous l'expliquer. Merci beaucoup.